Bonjour tout le monde. Cette vidéo est destinée aux étudiants de médecine de 5e année, module néphrologie. Aujourd'hui, on va parler du syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, il est dû à quoi? Il est dû à une perte urinaire des protéines, surtout de l'albumine, avec d'autres protéines, telles que les protéines de la coagulation. Ceci va entraîner une hypoprotidémie et une hypoalbuminémie qui va entraîner secondairement une diminution de la pression oncotique au niveau du plasma, engendrant la formation d'œdèmes par fuite des liquides du secteur plasmatique vers le secteur interstitiel. Le foie, il va entraîner ou augmenter la synthèse des protéines secondairement à cette fuite d'albumine. Ceci va entraîner une augmentation de la synthèse des macroglobulines, des protéines telles que le fibrinogène, ce qui va entraîner un état d'hypercoagulabilité. En plus de ça, il va augmenter la synthèse des lipides, surtout les lipides du type 4, c'est-à-dire une hypertriglycéridémie endogène, ainsi qu'une dyslipidémie de type 2B, c'est-à-dire augmenter les VLDL et les LDL. L'hypogammaglobulinémie secondaire à la fuite protidique par voie urinaire va augmenter le risque d'infection. L'atteinte fonctionnelle ou organique du filtre glomérulaire entraînera une protéinurie massive. Cette protéinurie va engendrer donc une hypoprotidémie et une hypoalbuminémie. Le syndrome néphrotique peut être pur ou bien impur. Les œdèmes vont être secondaires à la baisse de la pression oncotique ainsi qu'à l'hypovolémie. On aura une stimulation du système rénine-angiotensine et surtout une stimulation aussi de l'ADH qui va entraîner une rétention hydrosodée rénale et va aggraver les œdèmes. Entre les deux artérioles afférentes et efférentes, il y a le flocculus qui est un peloton de capillaires glomérulaires. Le plasma, il est filtré à travers l'endothélium, la membrane basale glomérulaire et les podocytes. L'urine primitive qui sera formée dans la chambre urinaire sera affinée dans le tube rénal par une réabsorption tubulaire. Les échanges vont aboutir à la formation de l'urine terminale qui va s'adapter selon la situation d'équilibre ou d'homéostasie physiologique. L'hypoalbuminémie est une conséquence de la fuite d'albumine dans les urines. Donc, on aura une diminution de l'albumine sanguine. Le syndrome néphrotique, il est toujours associé à une néphropathie glomérulaire. Syndrome néphrotique, il est pur s'il n'y a pas d'hématurie microscopique, s'il n'y a pas d'hypertension artérielle et s'il n'y a pas d'insuffisance rénale aiguë organique. Pourquoi organique? Parce que l'IRA fonctionnel peut exister au stade de début du syndrome néphrotique. Les électrophorèses de protéines urinaires qu'on va faire va apprécier la sélectivité du syndrome néphrotique. L'analyse du sédiment urinaire va rechercher une hématurie et une leucocyturie microscopique. Et l'examen du culot ou bien la cytologie urinaire va rechercher les cylindres hématiques qui sont des globules rouges déformés par l'atteinte des cellules de la membrane basale glomérulaire. Il y a une perméabilité sélective de la membrane basale glomérulaire qui est proportionnelle à la taille des protéines. La première protéine qui est arrêtée par la membrane basale glomérulaire est un peu filtrée est l'albumine. Il y a une très petite quantité qui va être au niveau de l'urine primitive, mais qui sera réabsorbée par les cellules du tube proximal. Toutes les protéines plus grosses que l'albumine ne passeront pas, donc les high molecular weight proteins ne passeront pas la membrane basale glomérulaire. Les protéines plus petites que l'albumine et de faible poids moléculaire, low molecular weight proteins,
vont passer librement la membrane basale, mais sont ensuite réabsorbés par le tube proximal et retournent dans le sang par un mécanisme de circuit fermé en situation physiologique. Donc, on n'en trouvera que très peu dans l'urine définitive, ces petites molécules de poids moléculaire. En cas de néphropathie glomérulaire, on peut retrouver de l'albumine dans les urines. Donc, si on retrouve de l'albumine dans les urines, c'est la première protéine qui va apparaître, car il va y avoir une malformation, une dysfonction au niveau du filtre glomérulaire. Le filtre glomérulaire ne sera plus assez efficace et va laisser passer les protéines de poids moléculaire supérieures ou égales à l'albumine. La sélectivité du glomérule n'est plus adaptée. Donc, on aura des protéines de haut poids moléculaire. En cas de néphropathie tubulaire, la réabsorption des protéines de bas poids moléculaire n'aura pas lieu au niveau du tube proximal. Donc, on aura une protéinurie tubulaire. La protéinurie peut être classée comme étant donc glomérulaire si on a l'albumine, comme étant tubulaire si on a des protéines de bas poids moléculaire. On peut aussi avoir une protéinurie de surcharge. Voilà. La clinique, elle est dominée par les œdèmes. Les œdèmes, c'est un état d'hyperhydratation extracellulaire qui concerne le secteur interstitiel. La diminution de la pression oncotique et la fuite d'eau du sodium vers le secteur interstitiel va encore donner un état d'hypovolémie relative et qui va stimuler encore le système rénine-angiotensine et va entrer la formation d'œdèmes encore. Donc, ils sont blancs, mous, garde indolores, ils prennent le godet, c'est-à-dire la marque du doigt reste lorsqu'on appuie sur l'œdème. Ils sont prédominants dans les territoires déclives. L'œdème est généralement généralisé, il est attiré donc par la pesanteur. Chez les enfants, il est surtout au niveau de la face et c'est un œdème palpébral aussi. Et chez l'adulte, il concerne surtout les membres inférieurs et les lombes. Parfois, on peut trouver un épanchement des séreuses associées, c'est-à-dire une ascite, un épanchement péricardique ou bien un épanchement pleural. Les complications du syndrome néphrotique. On peut avoir des complications aiguës, c'est surtout l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale aiguë peut être due à 3 mécanismes. Soit c'est une IRA fonctionnelle, généralement elle est discrète à la phase initiale du syndrome néphrotique, avec une natriurèse qui est quand même faible, et ou bien on peut avoir une nécrose tubulaire aiguë, parfois avec oligoanurie, qui peut compliquer le tableau clinico-biologique. La tubulonéphrite se voit surtout dans les situations dues à une hypovolémie persistante et sévère. La troisième atteinte aiguë, dans l'IRA, c'est la thrombose des veines rénales unies ou bilatérales. Parce qu'il y a certains facteurs de la coagulation qui sont perdus par fuite urinaire et cette perte généralement elle est compensée par la synthèse hépatique sauf pour l'antithrombine 3 qui est souvent déficitaire dans les syndromes néphrotiques amenant un état d'hypercoagulabilité. Les complications infectieuses. Les complications infectieuses au cours des syndromes néphrotiques, les réponses immunitaires, humorales et cellulaires sont abaissées. Donc, surtout concernant une diminution des immunoglobulines G et des immunoglobulines A sériques. Donc, ceci va augmenter le risque d'infection à germes de type pneumocoque, hémophilus ou bien Klebsiella. Ou bien ça peut entraîner une forme d'infection cutanée. Les complications chroniques. D'abord, on va parler de l'hypertension artérielle. L'HTA est fréquente au cours du syndrome des glomérulonéphrite chroniques. Le syndrome néphrotique devient alors impur. L'insuffisance rénale chronique, elle dépend du type de glomérulonéphrite. Elle est reliée donc à la présence d'une protéinurie intense et prolongée et à une HTA qui a été mal équilibrée. Le trouble lipidique, on aura une hypercholestérolémie
et une hypertriglycéridémie, avec augmentation du cholestérol LDL athérogène. La dénutrition et les autres anomalies métaboliques, c'est surtout dû à la perte de protéines dans les urines qui sont incomplètement compensées par la synthèse hépatique. Ceci amène à une malnutrition protidique avec atrophie musculaire tardive. La détection de la protéinurie par la bandelette urinaire, c'est une technique semi-quantitative. La bandelette a un bon rendement pour le dépistage de masse, c'est-à-dire en hygiène scolaire, en médecine du travail, mais cela ne détecte que l'albumine. On peut donc passer à côté d'un autre type de protéinurie. On peut recueillir un échantillon d'urine le matin et calculer le rapport protéinurie-créatinurie, ou bien on peut effectuer le dosage pondéral des protéines sur les urines des 24 heures. On peut faire, quand on fait l'électrophorèse des protéines sanguines, pour confirmer notre syndrome néphrotique, on va retrouver normalement une hypoalbuminémie, une hyper-alpha-2 globuline et une hypogamma-globulinémie. L'analyse qualitative. On peut rencontrer 3 situations différentes quand on fait une électrophorèse des protéines urinaires. Soit c'est une protéinurie glomérulaire, soit c'est une protéinurie tubulaire, soit c'est une protéinurie prérénale ou de surcharge. La protéinurie glomérulaire, qui est due donc à une perte de la sélectivité de la membrane basale à l'albumine, on peut dire qu'elle est sélective si l'albumine est présente à plus de 85%. Des changements biochimiques dans le filtre glomérulaire entraînant une diminution des charges négatives ou anioniques de la membrane basale glomérulaire sans changement morphologique en microscopie optique. Ça, on parle de lésions glomérulaires minimes. On peut avoir une protéinurie non sélective, celles qui comprennent moins de 80% d'albumine, mais quand même plus de 60% d'albumine, avec d'autres protéines de haut poids moléculaire. Dans ce cas-là, on aura une altération du filtre glomérulaire en microscopie optique. Il y a de l'albumine et d'autres protéines de haut poids moléculaire dans l'urine. La maladie glomérulaire non sélective est plus grave qu'une protéinurie glomérulaire sélective. C'est le cas de la gyalinose segmentaire et focale. La protéinurie tubulaire est une perte de l'absorption de protéines de faible poids moléculaire au niveau du tube proximal. En cas d'un excès d'un seul type de protéine de faible poids moléculaire, il s'agit d'une protéine produite en excès dans le plasma, donc une protéinurie qu'on appellera de surcharge. Le diagnostic étiologique. Le diagnostic étiologique, il est surtout, en 2 parties. Soit on est devant un syndrome néphrotique primitif, soit devant un syndrome néphrotique secondaire. Un syndrome néphrotique primitif, on va chercher des glomérulonéphrite chroniques primitives. Soit elles sont prolifératives, soit elles sont non prolifératives. Prolifératives, quand on parle de prolifération de cellules, soit endocapillaires ou de cellules extracapillaires. On va commencer par les glomérulonéphrite primitives non prolifératives. Le diagnostic étiologique va commencer par l'interrogatoire, comment les œdèmes se sont installés, depuis quand et quels sont les facteurs déclenchants. L'examen clinique sera méticuleux. On va chercher les manifestations extrarénales telles qu'une angine, un purpura, des douleurs articulaires, des lésions cutanées ou bien une polycérite. L'examen paraclinique selon l'orientation étiologique, soit on va chercher le complément et les anticorps antinucléaires, soit on va chercher les protéines monoclonales, soit on fera des sérologies d'hépatite B, C et d'HIV. La biopsie rénale sera l'examen final pour faire une classification histologique de notre atteinte. On va commencer par les LGM. Les LGM, c'est les lésions glomérulaires minimes. Elles sont plus fréquentes chez l'enfant,
mais chez l'adulte, on va les retrouver dans 15 à 20% des cas. Le début peut être brusque, sous forme de syndrome néphrotique pur. Le syndrome œdémateux, il est franc, il n'y a pas de lésion en microscopie optique, mais en microscope électronique, on aura des pédicelles qui sont fusionnés, ce sont les pieds des podocytes. Le traitement, c'est la corticothérapie. Généralement, elle est corticosensible, mais parfois, si on a des lésions du filtre glomérulaire avec une protéinurie qui n'est pas sélective, ou bien un syndrome néphrotique impur, on va être amené à penser à une hyalinose segmentaire et focale qui peut donc être associée. Et dans ce cas, l'endoxan ou le néoral seront utilisés. La deuxième lésion qu'on va voir, c'est la hyalinose segmentaire et focale. Elle est retrouvée dans 15 à 20% des syndromes néphrotiques de l'adulte. La protéinurie est massive, non sélective. Le syndrome néphrotique, il est impur. À l'histologie, ce sont des dépôts hyalins et une sclérose focale du glomérule. Comme ici, on voit une sclérose segmentaire et focale. Les dépôts en immunofluorescence, on peut retrouver soit des immunoglobulines G avec du C3. La glomérulonéphrite aiguë extramembraneuse avec des dépôts extramembraneux, ce sont les formes les plus courantes chez l'adulte. Elles peuvent être secondaires. Les dépôts d'hymen complexes, immunoglobuline G ou C3, sont vus en immunofluorescence. Comme ici, on voit des dépôts extramembraneux granuleux d'hymen complexes au niveau de C3 et d'IgG au niveau de la membrane du versant externe de la membrane basale glomérulaire. La néphropathie à IgA est formée sur le plan histologique par une dilatation des tiges mésangiales et des dépôts mésangiaux d'immunoglobuline A. À l'immunofluorescence, on va retrouver un aspect d'arbre mort, par dépôt d'IgA mésangiaux. Elles sont reconnues sur le plan clinique par une existence d'une hématurie micro ou macroscopique intra-infectieuse pendant l'épisode infectieux, généralement ORL. Le pronostic, bien sûr, plus ou moins sévère, puisque c'est une néphropathie lentement progressive qui peut entraîner une insuffisance rénale terminale dans 30% des cas. Les glomérulonéphrite proliférative primitive. Le syndrome néphrotique, dans ce cas, il est impur et il peut évoluer rapidement vers une insuffisance rénale organique. Elle répond très mal aux corticoïdes. La glomérulonéphrite membrano-proliférative, la GNMP, avec prolifération de cellules mésangiales. On va retrouver des dépôts en IF, surtout de C3, et certains GNMP peuvent être secondaires. Les glomérulonéphrites extracapillaires, elles peuvent être isolées ou bien associées à d'autres maladies telles que les vascularites. Dans ce cas, on n'aura pas de dépôt extra au niveau de la membrane basale, ou bien associées à d'autres maladies comme les infections ou les maladies auto-immunes. On aura des dépôts de complexes humains ou bien on aura des dépôts d'anticorps anti-membrane basale glomérulaire dans le syndrome de Goodpasture. La forme de cette maladie est une insuffisance rénale rapidement progressive qui nécessite souvent un diagnostic et une prise en charge très rapide parce qu'il répond très bien au bolus de méthylprédnisolone. C'est une prolifération des cellules extracapillaires au niveau des cellules épithéliales de la capsule de Bowman qui va former des croissants soit cellulaires, soit fibrocellulaires, soit fibreux, selon le stade de la maladie. Les connectivites, surtout au cours du lupus érythémateux systémique et du purpura rhumatoïde. Les formes histologiques peuvent être prolifératives, avec des dépôts d'immunoglobulines ou d'hymen complexes. Dans cette photo, on a une néphropathie lupique classe 2, c'est-à-dire prolifération endocapillaire modérée. Dans le lupus, il faut savoir qu'on a 5 classifications, voilà. Dans l'amylose, elle peut être primitive, avec le myélome, ou bien secondaire à une maladie inflammatoire ou infectieuse chronique. L'examen histologique va montrer des dépôts amyloïdes sur les glomérules,
ou bien des dépôts diffus dans d'autres organes comme comme la langue et le foie et le cœur, d'une substance amorphe composée de protéines insolubles avec une structure fibrillaire. Le syndrome néphrotique est intense, pur, avec l'échographie de gros reins et une acidose tubulaire. Parfois, on retrouve une cryoglobulinémie associée. Si on la retrouve, il faut chercher un syndrome myéloprolifératif. Le syndrome néphrotique est plus rare dans la vascularite nécrosante ou les cryoglobulinémies essentielles. Dans la polyangéite microscopique, la glomérulonéphrite nécrosante est extracapillaire. Les lésions sont aiguës, mais on peut trouver des lésions chroniques témoins de poussée ultérieure. Dans la maladie de Wegener ou la granulomateuse avec polyangéite, on va trouver une infiltration de cellules géantes multinucléées et de zones de nécrose. Dans la granulomateuse éosinophilique avec polyangéite, le GPA, on va trouver une infiltration d'éosinophiles avec nécrose. C'est une vascularite nécrosante qui implique les petites et les vénules et les petites artérioles. Les granulomes nécrosants interstitiels sont périvasculaires, composés d'un centre éosinophilique et avec entouré d'histiocytes, de macrophages et de cellules multinucléées. Maintenant, on va parler du diabète. L'excès de glucose va altérer le capillaire glomérulaire, donnant un aspect de glomérulosclérose diffuse ou bien nodulaire de Kimmel-Still et Wilson. Cette expansion mésangiale peut se retrouver au niveau de l'artériole afférente et même efférente. Ici, on a une simple hyalinose artériolaire. Les infections. Il s'agit de glomérulonéphrite à antigène connu. Soit il est bactérien, ce sont les infections à streptocoque ou pneumocoque, ou bien la syphilis. Soit il est viral, c'est l'hépatite B, C et le VIH. Ou encore, il peut être parasitaire, tel que le paludisme et la filariose. Il peut aussi s'agir d'une réaction immunoallergique au vaccin, au sérum ou bien aux piqûres de venin. Dans cette image, on a une prolifération endocapillaire avec des thrombies secondaires à une cryoglobulinémie avec hépatite C. Ici, on a le microthrombie spécifique de la cryoglobulinémie. Les cancers. Il peut s'agir de tumeurs solides comme le cancer bronchique ou de leucémie, en particulier les syndromes myéloprolifératifs avec ou sans cryoglobulinémie. Ici, on a une cryo associée à un syndrome myéloprolifératif. La lésion qu'on peut trouver, c'est des GEM généralement. Dans ces cas-là, quand on trouvera une LGM, il faut penser à un lymphome ou maladie de Hodgkin qui est fréquente chez l'enfant, entraînant une lésion syndrome néphrotique à LGM. Les causes iatrogènes sont particulièrement incriminées les sels d'or qui ont été utilisés dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Et aussi, la dépénicillamine est utilisée dans le traitement de la maladie de Wilson, qui est une surcharge de cuivre. Au cours du troisième trimestre de la grossesse, on peut avoir une néphropathie gravidique qui peut se développer sous forme de syndrome néphrotique avec parfois seulement des œdèmes ou bien une protéinurie, ce syndrome néphrotique donc peut être pur, ou bien associé à une HTA. Généralement, c'est des lésions glomérulaires minimes. Cette néphropathie ou endothéliose glomérulaire peut entraîner un gonflement des cellules endothéliales endommagées qui vont entraîner aussi une obstruction partielle des cellules endothéliales. Et donc, cette endothéliose, généralement, elle s'améliore au bout de quelques semaines dans le postpartum et n'entraîne pas de séquelles ultérieures. Le rein transplanté. Le rein transplanté, il est plus sujet au syndrome néphrotique que le rein d'origine. C'est-à-dire qu'on peut avoir une récidive d'une hyalinose segmentaire et focale, c'est la maladie d'origine de la néphropathie initiale, qui est une HSF idiopathique
auto-immune. On peut aussi avoir une récidive d'une glomérulonéphrite ou bien une GEM de novo en post-transplantation, comme on peut avoir une récidive de la néphropathie AIGA qui peut être d'abord histologique, ensuite clinique. En conclusion, le syndrome néphrotique, il est défini de manière biologique. Les complications, surtout les œdèmes, l'insuffisance rénale aiguë organique, le risque athérogène, le risque infectieux et surtout le changement du métabolisme des médicaments. Le bilan étiologique selon la présentation clinique des signes extra-rénaux. Et je vous remercie pour votre attention.